vous avez beau faire. J'ai toujours dit que tu as beau cousu la plus belle robe du monde à la jeune fille. Si elle ne rentre pas, c'est pas une robe. Si elle ne rentre pas, c'est pas une robe. Parce que c'est à elle que la robe est dessinée. Et donc, si vous allez dans les campagnes aujourd'hui, vous allez voir la notion de projet a gâté tout le terrain. Ok? Par politesse. Donc, nous avons la culture de la politesse. Quand vous arrivez, on vous accueille, il n'y a pas de problème. Vous venez, vous intervenez, et puis pas vous partez. Dès que vous tournez dos, c'est fini. Ok? Voilà. Donc, par rapport à M. Dramon Koulibaly, alors, il me fait penser vraiment à, parce qu'il a utilisé le terme perception. Ça me fait penser aujourd'hui à quelle vision nous voulons donner à notre agriculture. Quelle vision nous voulons donner à notre agriculture. Et je pense que les curricula au niveau des centres de formation doivent être revus. Pour pouvoir revoir, à partir de ça, ce qu'on appelle les curricula du Conseil d'appui agricole. Merci beaucoup. Cette question de transmission intergénérationnelle. Alors, je pense que c'était même une vision de la CPR. Moi, je me demande que font les parents. Qu'est-ce que la famille fait? Puisqu'on sait, quand on parle de jeunes, il y a aussi le rôle de la famille dans l'orientation du jeune. Le jeune, on a dit, il est instable. C'est la famille de lui proposer des choses pour qu'il soit stable. Donc c'est une question, une réflexion que je voudrais partager. Et pour la deuxième communication, je voudrais vraiment savoir comment, concrètement, l'expérience qui a été présentée, le jeune qui a eu les 50 hectares, comment est-ce qu'il a pu avoir ça? Parce que vous avez beaucoup insisté sur la question de l'accès à la terre comme contrainte. Et un peu revenir sur même qu'est-ce qu'il a eu comme accompagnement jusqu'à développer son projet. Okay. La nécessité d'expliciter l'expérience concrète. Voilà. Pour qu'on puisse voir quelles leçons tirer les étapes. Alors la dernière communication, c'est, je voudrais juste voir quel a été le lien avec les acteurs politiques. C'est en relation avec l'insertion des jeunes et en relation avec justement nos systèmes scolaires. Tout à l'heure, nous avons dit qu'il y a environ 1,2 million et quelques qui ont postulé pour être des fonctionnaires dont on a besoin de 5 000 et quelques. Parmi ces 1 million et quelques là, il y a des enfants d'agriculteurs, il y a des enfants de commerçants. Il y a des enfants de fonctionnaires. Mais si on va bien regarder, peut-être qu'il y a plus d'enfants d'agriculteurs. Alors, pourquoi déjà, si nous considérons l'agriculture comme un métier, on n'a pas pu véritablement orienter ces jeunes-là vers l'agriculture et vont beaucoup plus donc, vers ce milieu qui est déjà scientifique. Et c'est là que donc, je voulais poser cette question de fond-là. Quelle que soit la qualité du conseil agricole, d'ailleurs même pour conseiller quelqu'un, il faut qu'il soit d'ailleurs dans le métier. Sinon on ne peut pas le conseiller, il faut qu'il soit dans le métier. Et donc c'est pour dire que notre thème aujourd'hui concerne le conseil agricole. Mais par rapport à l'insertion des jeunes, nous ne pouvons rien si on ne revoit pas véritablement notre système éducatif. Nous avons beau faire développer des types, développer d'autres canaux en faveur vraiment du conseil agricole, si on ne valorise pas le métier d'agriculteur, on ne pourra pas davantage insérer les jeunes dans ce métier d'agriculteur. Parce qu'un jeune qui est formé, qui a la formation technique, n'est pas forcément un entrepreneur. Or, de quoi on a besoin aujourd'hui dans notre on a besoin d'entrepreneurs. Donc, dans le cursus, soit, donc, le discernement doit se faire. Il y a, j'ai aimé donc, la dernière communication, ça veut dire que lorsqu'on forme les jeunes, dans ce tas de jeunes qu'on a formés,
émergent des entrepreneurs. Ça, c'est une autre dimension. Qui vont employer certains de leur vie, les jeunes qui n'ont pas cette fibre-là, parce que ça prend une autre dimension d'entrepreneur. Et ça prend aussi une dimension technique d'ajouter donc à cette formation technique. Parce que si on veut que les choses démarrent, quelqu'un l'a dit, c'est un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme tout simplement. Parce que l'exploitation moderne et donc l'entreprise, c'est lié au marché, dont on ne parle pas souvent. C'est lié au marché. Et le marché a ses exigences en termes de prix, en termes de qualité et en termes de délai de livraison. Si vous voulez, ça prend une autre personne. Donc les jeunes qui est formé, moi je ne l'avais pas, il y en a qui abandonnent et qui vont dans l'employage. Parce qu'ils n'ont pas la firme. Mais si par contre, dans le lot, il y a un qui émerge, voilà, il emploie les jeunes. Moi j'irai plus dans ce sens-là. Prenons les chiffres. Aujourd'hui, dans l'exploitation moderne, il y a des chiffres qui montrent qu'il n'y a que 3,6% des exploitations modernes qui sont détenues par des jeunes. Voilà, 3% des jeunes qui sont. Voilà. Le jeune, c'est quoi? C'est entre 45 et 55 ans. Et c'est les anciens fonctionnaires. On a parlé de la question de la caisse, c'est normal. La question du financement. Tout ça, c'est des facteurs, c'est des barrières d'entrée pour le jeune. Et donc, il faut tenir compte. Mais le jeune qui a du cran, il pourra donc dépasser ces facteurs-là. Et il faut intégrer, j'ai bien aimé, et ça se prend à tous les niveaux. Depuis le niveau familial, le niveau gouvernemental, oui, d'accord. Mais ça prend un jeune qui est motivé pour les sincères. Ça, c'est clair. Mais on ne peut pas, il faut accepter. Hein. Je suis désolé, ceux qui nous envoient le riz, ceux qui nous envoient le maïs, le carbone, c'est 3% de la population. Prenez l'exploitation, c'est 3% de la population qui nourrit tout le monde. Ah oui, parce que c'est des entreprises. Voilà, on fait un petit calcul, ça ne marche pas, on a pour même faire chose. Maintenant, cette cassure générationnelle, ça existe partout. Ça existe partout. Vous croyez que quoi? Le paysan qui est à la Daba, son premier réflexe, c'est de mettre son enfant à l'école. Ah oui, on est tous des filles. Voilà, moi je regarde ça très rapidement. C'est ça aussi. Oui. Parce que nous, on nous disait de toute façon, si tu ne travailles pas bien, tu vas retourner à la Daba. On effrayait même des gens avec ça. En fait, c'est ça. Voilà, donc bon, il y a beaucoup donc, à dire. Donc, il faut qu'on aille vers les charbons. Les terres qui sont avalées par les agriculteurs, donc ces terres sont disponibles par les gens qui veulent en fait un métier. C'est le qu'on appelle ça, c'est le critère de recrutement au centre Songhai. Il faut que l'agriculture soit vue comme un métier à part entière. Je m'engage à faire ce boulot-là parce que ça me rapporte donc du gombo. Oui, c'est ça. Il faut ça qu'on développe dans nos écoles. Sinon, tu ne vas pas comment. C'est un peu une réflexion, enfin une contribution que je voulais faire. Politiquement, on n'est pas décidé, on n'a pas de vision, et nos curricula ne sont pas adaptés. Nos formations, l'éducation même, c'est pas. Bon, finalement, on se demande pour nos jeunes, on fait quoi? On fait comment? Parce que c'est une question de modèle. Quand j'ai écouté les expositions tout de suite, quand vous avez parlé de massification. Est-ce que c'est parce qu'on n'arrive pas à employer tout le monde dans la fonction publique, on n'arrive pas à trouver des métiers, qu'il faut les fourrer tous dans l'agriculture? C'est quoi on veut? C'est pour fourrer tous parce qu'on n'arrive pas, mais c'est exactement ce que vous venez de dire, ce que nos parents ont dit, tu ne réussis pas à l'école, tu vas venir cultiver. Aujourd'hui, comme on ne peut pas employer tout le monde, fourrer dans l'agriculture, c'est la même chose qu'on répète, mais à un niveau plus large maintenant. Parce qu'on n'a pas de modèle adapté. J'ai vu le modèle qui a été pris au CPR PK60, c'est sur 50 hectares par exemple. Ce n'est pas possible d'avoir 50 hectares pour un jeune aujourd'hui. Il faut que le modèle soit adapté à 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares. Allez-y au Pays-Bas, allez en Israël, les gens n'ont pas besoin de 50 hectares pour produire, pour être riches. Et ils sont riches sur 3-5 hectares. Comment on fait un modèle intégré avec des chaînes de valeur à forte valeur ajoutée et avec toute la technologie adaptée, une agriculture intégrée liée au marché, avec toute la mécanisation, le mécanisme de financement, rendre l'agriculture un métier par un registre des agriculteurs, identifiés, machin, de former. C'est tout un modèle intégré, adapté qu'il va falloir
réfléchir, penser. Je vois que le modèle du Niger est bien, parce qu'on en a parlé tout de suite. Nous aussi, on voyait des modèles comme ça qu'on développait. La dernière fois, on a discuté avec le ministre. Je pense qu'il a un projet dans ce sens de faire modèle. Voilà, de faire un modèle assez intégré, qu'il faut implanter un peu partout. Il y a tout ça. C'est-à-dire qu'on est encore toujours en train de parler, mais je ne sais pas qui va commencer ou qui doit commencer et qu'est-ce qu'on va faire. Sinon, on va quitter ici. On va se retrouver dans un autre cadre et je pense que chacun sera beaucoup plus riche de ce qu'il a appris ici pour peut-être mieux parler encore et puis on va continuer. Ok, merci Alexa. Maïga. À la lumière de tout ce qui a été dit, j'allais commencer en citant Joseph Kizembe qui dit qu'on ne développe pas, on se développe. Paraphrasant, on arrive à la même situation avec les jeunes. On n'insère pas, on s'insère. Il ne suffit pas de former quelqu'un et de le mettre quelque part, puis il reste et prospère. Tant que la personne n'a pas cette vision personnelle, cette ambition, ça n'arrivera pas. Et c'est pour ça, justement, j'aimerais avoir la personne qui a fait la deuxième présentation, si on peut faire le rapport, quel est le rapport entre le nombre de personnes formées et ceux qui sont arrivés, par exemple, des exemples, à celui qui a 50 hectares. Et tout de suite, on va se rendre compte que la création du changement n'est pas dans le nombre. On va peut-être former des centaines pour avoir quelques-uns qui émergent. Il y a des jeunes, justement, madame a parlé de, on ne connaît pas les jeunes, on n'arrive pas à savoir, à les comprendre, on n'arrive pas à les saisir. Il y en a dont l'ambition c'est justement d'avoir un revenu mensuel régulier. Ils n'ont pas l'ambition d'être patron de quelque chose. Je veux avoir un salaire par mois. Est-ce qu'il faut forcer cette personne à être patron d'une ferme? Je ne pense pas qu'on arrivera à un changement sur lui. Donc c'est justement partir des ambitions de chacun, lui donner les moyens et donc accompagner ceux qui ont la volonté d'aller vers le sens de la création et l'emploi, de la création d'emploi. Et à ce niveau également, je pense que sur les exploitations familiales, le pouvoir des jeunes dans la prise de décision elle est importante. Nous, j'ai eu la chance une fois d'assister à un débat entre jeunes et vieux dans un village où justement les vieux reprochaient aux jeunes d'être trop avides, trop pressés, et c'est pour ça qu'ils vont tous mourir sur les sites de paillage. Parmi les jeunes, il y en a qui disaient pourquoi est-ce qu'on ne va pas aller sur les sites? Parce que quand on travaille dans le champ et que les récoltes sont bonnes, au lieu de vendre une partie pour acheter des équipements pour alléger la charge du travail, le chef de famille préfère épouser une quatrième femme. Justement, ça y est, la prise de décision, le pouvoir des jeunes dans la prise de décision dans ces exploitations est important pour justement le retenir. Et pour finir, peut-être une réflexion sur ce qui nous concerne, le conseil agricole, je pense qu'il faut voir deux volets. On a un premier niveau qui est l'information agricole, qui consiste justement à emballer quelque chose et à l'envoyer vers quelqu'un qui peut justement le recevoir, mais sans avoir aucune garantie de qu'est-ce qu'il va en faire. Et justement, ça me faisait rire quand les gens disaient que oui, les agriculteurs sont un peu assaillis de partout, il y a tant, mais beaucoup d'agriculteurs vous écoutent, mais ils savent qu'ils ne vont pas appliquer ce qu'ils disent. C'est pas comme s'ils étaient victimes de ce qu'ils entendent. Ils y reçoivent, mais ils savent exactement qu'est-ce qu'ils vont en faire. Mettre de côté ou l'utiliser d'une certaine manière. Donc ce n'est pas vraiment des gens qu'il faut voir comme des victimes et tout ça. Ils savent ce qu'ils font. Et donc de l'autre côté, on a vraiment tout l'objectif d'information et l'autre objectif qui amène justement à l'action, c'est celle qui consiste à rassurer. On prend un exemple rapidement, un agriculteur. On emballe une information, on dit pour améliorer son agriculture de la violence traditionnelle, voilà l'habitat qu'il faut construire pour ça. On envoie cette information à un agriculteur qui dans sa conception et que lui-même il n'a pas une bonne maison, c'est pas une poule qui va avoir une maison. Comment on arrive justement à créer ce changement? C'est qu'ils comprennent qu'il y a des agriculteurs qui avaient des maisons peut-être moins bonnes que la sienne, mais qui sont arrivés à construire une maison définitive grâce justement à une maison de poules qui a permis de multiplier la production. Vraiment, c'est deux volets qu'il faut comprendre. Merci beaucoup. Des aspects qui vont les inciter naturellement à aller vers. On n'a pas créé des écoles pour aller chez les marabouts, on n'a pas créé des écoles pour jouer au PMV, mais les gens y vont. On n'a pas créé des écoles pour suivre les télénovelas en français, mais les paysans suivent.
C'est ça. Donc travaillons sur des aspects incitatifs. Peut-être l'État peut toujours travailler sur des services publics à fond, mais pour le reste, travailler sur ce qui intéresse les gens. Le reste, naturellement, ça va. Il y a un autre aspect qui est important. Sur la notion des jeunes actuellement, l'emploi des jeunes, l'employabilité, etc. On n'a qu'à se dire la vérité. Actuellement, on est en train on n'a qu'à dire la vérité aux jeunes. Actuellement, on a peur des jeunes. Tout le monde a peur des jeunes. Personne n'ose dire la vérité aux jeunes. Personne. On est en train de flatter les jeunes. On est en train de nous flatter nous-mêmes. Les jeunes actuellement ne veulent pas travailler. Ils veulent l'argent. C'est ça. Ils veulent l'argent. On dit aux jeunes, blablabla, etc. Vous sortez, vous n'allez voir personne. Mais il y a des jeunes qui bossent. Il y a des jeunes qui ont investi, qui ont perdu. On n'a qu'à mettre l'accent sur les jeunes qui ont réussi. Qu'on fait pour les pousser pour qu'ils réussissent davantage? Les restent là. Laissez-les tranquilles. Il y a des jeunes qui ont échoué, qui ont vraiment travaillé, qui ont misé, qui sont endettés, qui ont échoué. On n'a qu'à les rechercher, on les aide à les démarrer. Le reste, vous les laissez. Si toutefois, les autres voies, elles vont suivre. Parce qu'actuellement, les jeunes ne veulent pas être employés, ils veulent être patrons. Voilà. Comment quelqu'un peut être patron en 3 mois? C'est pas possible. Vous employez tous avec des cartes, le directeur général des cartes, le directeur général des cartes de visite. Voilà. Personne ne veut bosser. Sur Facebook, il dit que je veux, voilà, il dit quoi, je suis mon propre boss, j'ai déjà vu allô patron. Et vous savez que sur 100 jeunes, il y a peut-être 2 ou 3 qui peuvent gérer des entreprises. Alors que les 100 peuvent travailler. Mais maintenant on met l'accent, oui, il faut créer des entreprises, quoi, c'est vrai. Et les entreprises qui existent, on fait quoi des entreprises qui existent? On va donner le marché à d'autres ailleurs. On ne dira pas aux Burkinabés de s'associer pour prendre un marché. Non, on va donner le marché à un Marocain tunisien. C'est ça le problème. Donc déjà, là, on n'a pas besoin de faire des modèles, de faire quoi que ce soit. Ce qui existe là, c'est bon, c'est parfait. Valorisons ce qui existe et le reste, et ça va aller sans problème. Merci. C'est un processus qui s'est fait avec les différents pays. Alors donc c'est quelque chose à ne pas négliger. C'est vrai que dans les pays c'est assez difficile parce qu'il n'y a pas une loi qui cadre un peu l'action des jeunes. Et moi je pense que quand on parle des jeunes ici, c'est plus les jeunes qui sont en milieu rural. Effectivement, moi je pense qu'il y a nécessité de les accompagner. On a vu des expériences où les jeunes qui n'ont pas de moyens, comment ils peuvent accéder à un financement. On a vu des jeunes qui ont fait des bananeraies d'1,5 hectare, ils veulent avoir de l'argent, on dit qu'il faut envoyer un PEH. Bon, moi je ne sais pas, peut-être à l'âge de 25 ans si tu peux avoir un PEH. Bon, donc il y a effectivement des difficultés quand on va dans le milieu, là. Je ne parle pas des jeunes, hein. Mais quand on va dans le milieu, il y a nécessité d'accompagner ces jeunes, aussi bien dans la formation, aussi bien que dans le financement, tout en développant le marché. Et ça c'est très important. Je crois qu'on a vécu ces expériences des jeunes qu'on a installés, mais bon après l'oignon a pourri, la tomate a pourri, on ne sait pas où vendre. Bon ça décourage. Le deuxième point, j'attendais que la CPF évoque un peu ça. Je pense que... On va donner la parole. Bon. Sinon, au Burkina, il y a tout un plaidoyer qui a commencé, ça vaut 1 année et demie, sur l'élaboration d'une politique d'installation des jeunes en milieu rural. Voilà, donc l'activité a commencé, je crois qu'il y a vraiment des concertations avec le ministre pour arriver à cadrer l'intervention dans ce milieu. Forcément, il faut une politique qui va vraiment permettre d'accompagner ces jeunes-là en milieu rural. Peut-être qu'il pourra compléter. Il y a plein d'initiatives jeunes. Merci beaucoup. Il s'agit de quels jeunes? On s'est focalisé sur les jeunes ruraux parce que ces jeunes qui sont en milieu rural pratiquent l'activité. Donc pour nous, c'est eux les premiers à assurer la relève, tant au niveau des exploitations, mais aussi au niveau de nos organisations paysannes. Donc pour nous, l'accent doit être porté sur cette catégorie de jeunes parce que on a fait un travail de fond sur la politique nationale d'insertion des jeunes du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Et suite à ce travail que nous avons fait au niveau de la Confédération, on a trouvé que, au fait, l'accent, il n'y avait rien en direction des jeunes ruraux. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est d'amener l'État à adopter une politique nationale d'insertion des jeunes ruraux
Et à l'issue de cette politique-là, si elle était adoptée, des lois pourraient suivre et des décrets d'application. Parce que cette catégorie vraiment a été laissée de côté. Et le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi l'a effectivement reconnu dans une intervention qui est parue dans les journaux au niveau du Burkina. Effectivement, dans cette politique-là, les jeunes ruraux n'étaient pas pris en compte. Donc c'est pour dire qu'il faut quand même, l'action politique est aussi importante dans toute cette stratégie d'insertion des jeunes. Merci. Donc, plusieurs choses à dire par rapport aux jeunes. Beaucoup de gens pensent à l'entrepreneuriat plutôt en termes de production agricole. Or, il faut avoir une production de valeur. Il y a des services aussi agricoles qui sont des opportunités de création d'emploi, création de valeur ajoutée. Personnellement, quand j'ai décidé de faire l'économie après mon bac, ma tante a refusé. Elle m'a dit: tu veux être agriculteur comme ton père. Parce que pour elle, avec ça, tu allais à l'école d'ingénieur, c'était pour devenir agriculteur, quoi. Mais après, quand elle a vu comment je travaillais dans le secteur service, elle m'a dit: chercher à envoyer son enfant maintenant à l'école d'agriculture, quoi. Donc, il y a cette idée de perception et de connaissance des opportunités qu'il y a. Deuxième chose, c'est quand on insiste sur l'entrepreneuriat, il faut savoir que c'est très risqué. Si on fait les statistiques sur le nombre d'entreprises qui sont créées, combien arrive à 3, 4, 5 ans? Je ne suis pas sûr que ça fait 30, 40%. C'est 5%, au grand maximum. Donc ça veut dire qu'on est en train d'envoyer les gens au casse plus de 3. Non, mais il faut aller en face. Si on veut développer l'entrepreneuriat, il faut avoir une ouverture, un esprit plus ouvert et savoir que ça va avec des moyens d'accompagnement. Il faut une assurance, il faut des moyens d'accompagnement. Même en Europe, l'habitude est développée, l'État intervient beaucoup pour accompagner. Quand vous regardez le secteur où le taux de suicide, d'échec est très élevé, c'est le secteur agricole en Europe. Donc ça suppose que quand nous envoyons ces jeunes faire de l'entrepreneuriat agricole, mettons derrière tous les mécanismes, tous les dispositifs pour les accompagner et les aider à réussir. Deuxième chose, c'est par rapport à la forme d'entreprise. Beaucoup de personnes sont encore tentées à aller par l'entreprise individuelle, créer leur propre entreprise. Là, ça augmente les risques d'échec. Il vaut mieux s'associer, se mettre en coopérative ou bien en GIE. Là, vous encaissez mieux l'échec, vous pouvez mieux gérer. Et ça va être mon dernier point pour la mesure. Actuellement, dans le monde, surtout du côté des Caraïbes, il y a ce qu'ils appellent agriculture. Agriculture, pas agriculture comme pour le droit. C'est de comment rendre l'agriculture plus sexy, comme comment rendre ça plus attractif. Et là, il commence dès l'école primaire. Il y a besoin de cours sur l'agriculture dès l'école primaire. Il y a un jeune caribéen, c'est pas le Trinidad Tobago, certains peut-être vous connaissent, Alpha Simon, qui fait des conférences partout dans le monde sur son expérience de présentation de l'agriculture dans les jeunes dès l'école maternelle. Pour apprendre beaucoup de choses. Merci. Lorsqu'on parle de jeunes ruraux, effectivement, ces jeunes-là, ils ne sont pas déconnectés de l'activité. Mais qu'est-ce qui nous déconnecte de l'activité? Juste ça m'a dit qui aujourd'hui, moi producteur aujourd'hui, mon premier souci c'est d'envoyer mon enfant à l'école. Or, c'est souvent les produits de retour de l'école là qui ont de la peine à vouloir aller à l'activité agricole. Quand M. Nikema a parlé, il a posé la question à savoir, lui il s'attendait à savoir qu'est-ce que les CPR peuvent faire pour résoudre le problème du chômage. Il a parlé tantôt de notre système éducatif. Il faut qu'on reconnaisse que ce qui se trouve au niveau du système éducatif là, c'est le même problème qui se trouve au niveau des structures de formation là. Parce que le problème c'est quoi? Quand on dit, je laisse un peu les structures privées par exemple, mais les structures publiques là, qu'est-ce qui se trouve dedans? Sur le plan national, on a combien? 8, 9, ça représente quoi pour absorber le trop-plein que nous avons là? Franchement, ça ne va pas représenter quelque chose. Mais je veux le rassurer que la plupart de nos pensionnaires aujourd'hui, ce ne sont plus des gens qui ont un niveau CEP, ce ne sont plus des gens, c'est des gens, il y en a qui sont presque
arriver en terminale. Voilà, et quand vous les prenez, il y en a qui sont motivés parce qu'ils ont vu dans leur milieu là des jeunes qui ont fait les centres là et ils arrivent à s'en sortir. Voilà, c'est ça qui eux les amène vers les centres. Maintenant, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de monsieur Fayama. Effectivement, la question de jeunes rural là, il faut la prendre avec des pincettes. Parce que quand on parle de milieu rural, c'est vrai qu'il y a les villages, mais il n'y a pas ce village là où il n'y a pas un enfant qu'on va prendre comme ça qui n'est pas allé à l'école. Ça veut dire que quand on dit jeunes rural, ceux qui, en étant à l'école là, sont près de leurs parents et qui mènent l'activité là, c'est eux, quand vous les amenez vers les structures là, ils arrivent à suivre parce qu'ils savent que dans l'activité à l'école là, ils pourront aller s'en sortir. Mais ceux qui, voilà, parce qu'ils sont fatigués de notre système là, ils arrivent là, très souvent quand ils arrivent, ce n'est même pas évident qu'ils terminent leur cursus. Donc, quand on dit jeune rural, vraiment aujourd'hui la définition de jeune rural là, bon, nous-mêmes, il y a des difficultés à les définir parce que tous les pensionnaires que nous avons là, vraiment c'est. Et il y a le monsieur du Mali qui a posé la question. Où s'arrête la responsabilité des centres? C'est ça. C'est en ça que moi j'ai dit que je me réjouis de la présence, par exemple, du PSAE, par exemple, de VAPAP. C'est vrai que c'est des projets qui vont finir tout de suite et du coup on va commencer à chercher qui va accompagner nos jeunes là. Mais quand on parle de formation et d'insertion là, et les structures de formation là n'ont pas à côté et les ressources ou le matériel pour insérer les gens directement. Donc tous les acteurs sont interpellés. Parce que j'ai entendu le monsieur de la CPF parler. C'est vrai, les exemples là, il y en a, parce que les centres là ne sont pas créés à la même époque. Il y en a 3, 4 qui ont été créés dès les indépendances. Quand vous prenez Kodougou, quand vous prenez par exemple Gundi, et vous allez chercher au sein de nos producteurs là, vous trouvez des producteurs qui ont évolué dans ce sens-là. Aujourd'hui, quand ils reviennent vers les centres là, ils vous disent que là où vous êtes là, nous on n'est pas là-bas. Mais qui va faire quitter les centres là de là-bas? Si vous n'avez pas compris, ça veut dire que c'est des producteurs aujourd'hui là. L'enseignement qu'on donne dans nos centres là aujourd'hui là, eux ils ne se sentent pas concernés par ça. Il faut qu'on évolue. Il faut que les choses changent. Mais qui a le devoir de faire changer les choses? Voilà. Ce n'est pas, quand on parle de l'État, c'est aussi une structure, tout le maillage qu'on a organisé. Ça veut dire les collectivités territoriales, ça veut dire les organisations paysannes. Chacun doit jouer sa contribution parce que c'est du terrain même là. Je pense que c'est les organisations paysannes là qui doivent être un vecteur d'incitation. C'est eux qui doivent pouvoir inciter les jeunes là à aller vers cette formation professionnelle agricole. Je pense qu'il y avait une question essentielle qui était le niveau d'implication des politiques. Non, au niveau du projet développé par Suscontact avec CESAO, c'était beaucoup plus les collectivités qui étaient impliquées parce qu'ils font partie de l'environnement de développement de ces jeunes et de leur exploitation. Donc du coup, oui, leur implication était marquée dans l'exercice qui a été fait. Et de telle sorte que certaines facilités leur étaient demandées. Voilà, leur étaient demandées parce qu'il y avait les instruments mis en place. C'était certes la formation, mais il y avait aussi des instruments financiers, un montage financier qui a été fait. Et initialement, le projet a mis en place un fonds d'appui, mais plutôt ça devait s'orienter plus tard pour que les systèmes financiers décentralisés prennent en charge cet aspect. Tout comme les OPE aussi devaient effectivement être outillés pour pouvoir activer la caisse populaire haute pour financer les jeunes dans leur activité. Mais on a démarré par le financement direct par un fonds d'appui du projet, voilà, qui répondait aux besoins d'équipement, d'intrants pour les jeunes. Ensuite, les autres appuis qui étaient par exemple analyse du marché, étude de marché, mise en relation, étaient pris en charge
via l'OP, mais le projet facilitait l'accès à l'expertise qui était nécessaire. Voilà. Si un centre peut apporter une analyse, le projet prenait en charge une partie de ses prestations, mais les besoins étaient sollicités par l'OP. Voilà, de telle sorte que la relation entre l'OP et ceux qui ont des compétences en la matière se passe. Voilà un peu l'approche. Je pense que ça c'est tout possible. Merci Draman. Je crois que je vais en quelques secondes apporter quelques éléments de réponse. Alors, concernant les concepts, il y avait dans les slides la définition de l'installation, parce que quand on dit insertion, il y a l'installation. Ça, c'est vraiment le jeune qui met en place de façon autonome, voilà, une unité de production qu'il gère, et aussi l'emploi agricole. Voilà, donc quand on parle d'insertion, c'est les deux dimensions, l'installation et l'emploi agricole. Et il y a une dimension importante peut-être qui revient quand on parle de jeune rural. Il faut le mettre au pluriel. Sinon, on va se tromper totalement de cible et d'approche. Ce n'est pas que le jeune qui travaille avec son parent, qui a déjà la main dans l'agriculture. Comme on l'a dit, le taux de scolarité est de plus en plus élevé. Les enfants vont à l'école, mais après l'école, le taux de scolarisation est très fort. Voilà, donc il y a aussi ces jeunes-là qui ont fait l'école, qui ont fait un centre de formation et qui ont besoin de s'insérer. Et si on n'arrive pas à profiler les jeunes, à savoir leurs capacités, leurs visions, leurs besoins, on va apporter des solutions toutes faites, uniformes et qui vont pas répondre à la diversité des vocations, des besoins, des visions des jeunes. Donc c'est vraiment un travail qui est fastidieux mais qui est nécessaire. Et nous avons une approche bilan de compétences qui permet au jeune lui-même de réfléchir sur sa vie, sur ses compétences, sur sa vision, qu'est-ce qu'il aimerait faire de sa vie. Et à partir de ce moment, il arrive à faire ses choix. Et à partir de ces choix-là, l'accompagnement vient l'aider à réaliser la vision qui s'est lui-même. Voilà. Donc c'est ce type d'approche qui travaille aussi sur la dimension humaine, hein. Ce n'est pas seulement le technique, mais qui dit entrepreneuriat, le monde du travail, il y a une dimension humaine qui est très forte, qui va au-delà du technique. Donc c'est pourquoi je disais c'est bon de re-questionner nos approches. Ce public-là, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir vraiment le comprendre, le toucher et l'accompagner pour que vraiment chacun s'oriente selon sa vocation, selon ses capacités, pour que vraiment on puisse résoudre ce problème d'insertion. Et j'ai bien aimé celui qui a parlé également de tous les secteurs connexes, mais c'est de là qu'on parle aussi de l'innovation, des capacités d'innovation des jeunes. Il faut aussi valoriser ça. Voilà. Il y a des services qu'on n'imagine même pas qui pourraient impulser l'agriculture, que ces jeunes peuvent développer et mettre en œuvre. Mais il faut savoir stimuler aussi ces capacités d'innovation. Voilà. Et quelqu'un a posé la question sur la responsabilité des centres. Je voudrais vous dire que l'insertion commence déjà dans la formation. Si on attend de former les gens et après qui se demandent comment ils s'insèrent, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc c'est déjà dans le centre que le jeune doit avoir son projet d'insertion, qu'il doit savoir quels moyens mobiliser, que les parents doivent être impliqués pour qu'à la sortie du centre, vraiment, le projet puisse commencer à être mis en œuvre. Et je pense que c'est ce que les centres sont là. Et tous ceux qui réussissent dans l'insertion, c'est que dans la phase formation, la question de l'insertion est totalement prise en charge. Ça, c'est vraiment très important. Voilà. Donc, c'est quelques points que je voulais relever. Et puis, vraiment dire merci à chacun de vous pour la contribution.